sur les surrénales, élargies au paragangliome, avec la communication de Frédéric Sebag et Jean-François Henry sur de nouveaux moyens diagnostiques, nouvelles imageries, donc la TEP F-DOPA dans les phéochromocytomes et les paragangliomes. Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires, chers collègues, chers maîtres, donc nous sommes très heureux d'être avec vous dans le cadre de la session organisée communément par l'Académie de chirurgie et la FCE pour évoquer notre expérience de l'imagerie. Alors je précise tout de suite, je ne suis bien évidemment pas un imageur, je ne suis pas médecin nucléaire ni un radiologue, mais vous allez voir que finalement les interactions que l'on mène avec ces spécialités sont, je dirais, tout à l'avantage du chirurgien. Alors on va évoquer avec vous notamment l'évolution de l'imagerie récente dans les phéo et les paragangliomes, on reste sur la même thématique. L'imagerie, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup bouger. On est venu d'une imagerie qui est anatomique, qui est l'imagerie des rayons X, de l'IRM, de l'échographie, à une imagerie qui devient de plus en plus physiologique. L'injection de produits de contraste, l'étang, le rehaussement, le washout, etc., etc. Et puis même au métabolisme, notamment avec le PET scan FDG qui utilise le fluorodésoxyglucose. Et vous allez voir qu'on va encore plus loin avec la caractérisation moléculaire, génétique des tumeurs et le rapport avec l'imagerie. Alors quelques précisions, parce que nos collègues radiologues et notamment nos collègues nucléaristes utilisent des tas d'acronymes, la TEP, la SPECT, la PET, etc. Alors la TEP, la tomographie par émission de positons, c'est une technique d'imagerie qui permet de détecter 2 photons d'annihilation et ils ont comme spécificité de partir à 180 degrés. Donc c'est détecté simultanément des deux côtés par des capteurs. Et l'isotope le plus fréquemment utilisé, c'est le fameux FDG, le 18-fluorodésoxyglucose, et donc qui va permettre de caractériser le métabolisme des tumeurs. Donc ça, c'est la technique d'imagerie nucléaire. C'est ce qui donne les images. On va venir sur la diapo suivante. Je crois qu'on a une flèche. C'est une flèche? Non? Peut-être. Le bouton noir. C'est ces images-là qu'on voit. Ça, c'est des images qui vont être des images TEP. Et puis après, évidemment, bien sûr, on peut les fusionner avec de l'imagerie morphologique, que ce soit de l'IRM ou que ce soit du rayon X, c'est-à-dire la tomosynthèse classique, et fusionner ces 2 images. Donc ça, c'est je dirais, ce que font nos collègues nucléaristes maintenant et ce qui est censé nous apporter un avantage. Il y a plusieurs avantages. Il y a un rapport, ce qu'ils appellent le rapport signal sur bruit. Le signal, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que le traceur va marquer. Et le bruit, vous savez, les anciennes scintigraphies ont une espèce de brouillard, alors ça fixe un peu plus, un peu moins. Et bien le gap qu'il y a, la différence qu'il y a entre le signal et le bruit, il est bien plus intéressant pour nous, ce qui permet de localiser beaucoup plus facilement ce qui nous intéresse. Il y a indéniablement une sensibilité très élevée. Et vous voyez donc sur ces exemples, c'est des petits paragangliomes qui ont été détectés. Et on voit des lésions qui sont toutes petites. Si le traceur est très spécifique, je dirais la captation du signal, la finesse, la sensibilité de ces caméras permet de détecter des toutes petites choses et on s'en doute d'être beaucoup plus exhaustif dans cette maladie qui est souvent multifocale. Alors ensuite, on peut évoquer l'utilisation de traceurs spécifiques. Ça, c'est un exemple. C'est un patient qui est connu pour avoir une maladie paraganglionnaire, une maladie familiale. Et il est découvert des lésions cervicales. Alors évidemment, tout le monde se dit, c'est évidemment un paragangliome au niveau du cou, probablement le glomus carotidien ou sa proximité de la carotide. Et on commence à l'imager. Donc on a une première imagerie en MIBG qui est faite, qui est négative. On voit juste les glandes salivaires. On imagine Octréo qui est faite, qui est positive. Ben, voilà, on a le diagnostic. Et puis ils vont un peu plus loin. Ça, c'est de l'imagerie FDG au fluorodésoxyglucose, pas vraiment positive. Tiens, c'est un peu étonnant. Et on va encore plus loin avec un traceur très spécifique, qui est la F-DOPA, donc la fluorodopa, qui est un traceur spécifique des tumeurs chromafines. Et là, c'est tout à fait négatif. Eh bien, ces lésions qu'on voyait, qui semblaient être des paragangliomes, c'est des métastases d'un carcinome papillaire de la thyroïde. Donc finalement, utiliser des traceurs très spécifiques peut aider à redresser le diagnostic. Alors c'est simplement des exemples. Après, on va venir essayer de démembrer un peu comment ces nouvelles imageries peuvent nous aider en tant que chirurgien à prendre en charge nos patients. C'est pour rappeler donc quelques résultats. On a fondu notre expérience avec celle du NIH pour voir un petit peu comment on pouvait évaluer. Alors bien sûr, c'est différent. Si on a affaire à un paragangliome parasympathique, à une lésion surrénalienne, à des lésions thoraco-abdominales sympathiques, mais globalement, simplement pour regarder les chiffres sur cette diapo, on a quand même des taux de détection avec ces techniques qui sont très élevés. L'intérêt... Alors, je vais rapidement passer sur cette diapo, simplement pour que vous voyez qu'il y a différents traceurs utilisables. Et peut-être que la diapo suivante est un peu plus caractéristique et permet de comprendre un peu mieux les choses. Ces cellules chromafines, ces cellules des phéochromosomes et des paragangliomes,
elles ont différents mécanismes. Et là, on s'aperçoit, quand on allait un peu plus loin, ça nous a permis de beaucoup mieux interpréter les imageries. Il y a le transporteur du glucose, et c'est là que va taper, entre guillemets, le 18-fluorodésoxyglucose, le FDG classique. Et ces cellules sont consommatrices de glucose en grosse quantité. Donc le FDG, il va rentrer par là. La F-DOPA, elle, a un transporteur qui est différent. Donc l'information ne va pas être la même. La fluorodopamine, on pourrait dire elle est proche de la F-DOPA, ça pourrait être quasiment la même chose. Et bien là encore, le transporteur est différent, et le transporteur, il est commun avec le MIBG, le traceur qu'on utilise habituellement. Et le dernier, c'est les analogues de la somatostatine, qui peuvent utiliser soit le gallium, ou alors c'est le classique octreoscan. Entre guillemets, l'octreoscan, ça passe par là. Et on s'aperçoit que donc ces cellules et ces tumeurs peuvent être imagées de 4 manières différentes pour utiliser les traceurs habituels, le fluorodésoxyglucose, la DOPA, le FDA ou le MIBG, ou l'octréo est apparenté. Donc il y a une manière, je dirais, d'analyser assez différente. On ne va pas revenir sur le système paraganglionnaire que vous connaissez mieux que moi, mais vous savez que la présentation, globalement, il y a deux choses assez différentes. Phéochromocytome et paragangliome, je dirais, on dit classiquement sympathique, thoraco-abdominaux, c'est les catécholamines. Tout ce qu'on a en tête et cou, c'est plutôt du parasympathique, et c'est rarement sécrétant, rarement, mais pas jamais, et c'est plutôt le syndrome tumoral qui va parler. Alors, simplement pour vous rappeler, et ça c'est des travaux qui correspondent à ceux de beaucoup de services de biologie moléculaire et d'endocrinologie, c'est qu'on s'est aperçu de plus en plus ces lésions sont intégrées dans un tableau familial, et que maintenant on estime que phéoparagangliome, c'est dans 30% des cas une origine familiale. Et on en veut dire que chaque année qui passe, il y a une nouvelle mutation qui est identifiée. Et c'est vrai que d'identifier au mieux ces mutations permet de prendre en charge de mieux en mieux nos patients. Alors, quelques généralités, des considérations un peu générales pour l'imagerie. Alors, vous savez comme moi que les localisations, il y a des sites préférentiels. Donc, ça ne sert à rien de chercher un paragangliome au bout du doigt de pied. Je veux dire, c'est l'axe médian. Et bien sûr, il faut connaître son anatomie, son embryologie pour le repérer au mieux. Il y a une intégration évidente entre ce qui était l'imagerie morphologique, que l'on connaît tous, et maintenant cette imagerie qui est fonctionnelle. On l'a vu, c'est le même raisonnement entre le cathétérisme des veines surrénaliennes et le scanner. On intègre finalement ces deux informations. Alors évidemment, c'est une acquisition corps entier, parce que la multifocalité de ces lésions, je veux dire, doit vraiment nous pousser à ne pas laisser de côté une partie de l'anatomie. La malignité, et ça c'est important pour la définition des localisations, c'est trouver du tissu chromafilm là où il ne devrait pas en être. Ce n'est pas en trouver dans différents endroits de l'organisme, mais le trouver là où il ne devrait pas en être. La multifocalité, l'atteinte extra-surrénalienne, bien sûr, il faut penser à une forme familiale. Et entre guillemets, on a envie de dire, plus on est en extra-surrénalien, plus il y a de localisation, plus il faut être exhaustif et plus il faut insister sur l'imagerie. Et là, c'est une chose importante pour Conogue nuclearis, c'est que tout, entre guillemets, fixation de ces isotopes spécifiques, là, même si elle semble minime, doit être signalée, entre guillemets, pour le clinicien et pour le chirurgien. Et vous allez voir que finalement, toutes ces fixations sont souvent significatives, même si les radiologues ont des fois le sentiment qu'elles ne correspondent pas à grand-chose. Et ces techniques ont indéniablement une utilité dans la prise en charge de la maladie métastatique, car vous savez comme moi que ces maladies métastatiques, j'ai envie de dire globalement neuroendocrines, quel que soit leur point de départ, l'imagerie morphologique elle est souvent mise en défaut. Alors, attaquons la base. La base, on va dire, c'est quand même la situation la plus fréquente. C'est 60-70% des patients. C'est le phéochromocytome, j'ai envie de dire probablement sporadique, de localisation unique. La base de la base et qui marche encore très bien, c'est notre bonne vieille scintigraphie ou MIBG qui permet de détecter ces lésions, souvent volumineuses. Comme on l'a vu souvent en imagerie conventionnelle, en partie nécrotique dès qu'elles sont un peu grosses, c'est des lésions qui nécrosent. Et le gold standard, ça reste, enfin le gold standard, en tout cas l'examen de référence ou l'examen par rapport auquel on doit tout comparer, c'est le MIBG. Alors dans le cas du phéochromocytome, une chose, je dirais, bonne à noter, c'est que le FDG, comme je vous l'ai dit, c'est des tumeurs qui sont souvent consommatrices de glucose. Donc c'est un traceur qui est non spécifique, mais finalement la consommation de glucose, on la retrouve assez souvent. Et le FDG, c'est quelque chose qui quand même devient disponible un peu partout, et surtout c'est un traceur qui est quasiment disponible tous les jours. Et en négociant bien avec son médecin nucléaire, parce qu'ils ont toujours un petit peu de rab, un malade qui s'annule, ou de l'isotope qui est livré un petit peu en excès, on peut obtenir cet examen souvent assez facilement et qui peut nous dépanner, je dirais, même s'il n'est non spécifique. La DOPA, vous voyez que c'est un traceur très spécifique qui fixe également très bien. Alors, pourquoi développer ces traceurs alors qu'on a le MIBG? Le MIBG, c'est quand même pas une valeur absolue. Le MIBG, c'est quelquefois négatif. Alors, ça dépend des séries. Certains vont vous dire 5%, 10%, 20%.
de faux négatifs dans les MIBG. Et classiquement, c'est des malades qu'on arrivera à récupérer soit en FDG, mais surtout en FDOPA, qui est un traceur très spécifique. Donc, phéochromocytome première ligne, le MIBG, mais retenir qu'on a quand même d'autres alternatives, des fois plus facilement accessibles. Le MIBG a une préparation, ça prend quelques jours. Et on a aussi des traceurs qui peuvent être plus spécifiques comme la FDOPA. Alors, il y a des pièges, hein. Ça serait trop beau si tout était si simple, avec notamment le FDG. C'est qu'il y a d'autres choses au niveau des surrénales qui peuvent fixer le FDG. Il y a le corticosurrénalome malin. Ça, c'est quelque chose sur lequel nombre d'équipes commencent à travailler. Le phéochromocytome, on en a parlé bien évidemment. Il y a les métastases. Méfions-nous des carcinomes du rein, qui sont souvent, les métastases de carcinome surrénaliennes de carcinome à cellules claires sont souvent peu fixantes au PET-FDG, et ça ne permet pas d'infirmer le diagnostic. Il y a les lymphomes, ça c'est une étiologie relativement fréquente, et les hyperplasies hyperfonctionnelles qui peuvent être tout à fait bénignes. Donc le FDG est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de non spécifique. Ça peut rendre service, c'est facilement disponible, mais c'est quelque chose de non spécifique. Un exemple, patient qui se présente avec une très volumineuse masse surrénalienne droite, nécrotique, une lésion thoracique, c'est un lymphome. J'ai envie de dire quasiment la même présentation en imagerie. Une grosse lésion nécrotique, une image thoracique, c'est un phéochromocytome avec probablement une localisation qui est encore discutée malgré qu'on ait aussi opéré la localisation thoracique si c'est un paragangliome ou une atteinte ganglionnaire. Donc des images très proches l'une de l'autre et pourtant des étiologies, des prises en charge radicalement différentes. Petite chose à savoir, quand on a un phéochromocytome et une hyperadrénergie, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, il peut y avoir une activation de la graisse brune qui devient hyperfonctionnelle, de ces reliquats embryonnaires, dans à peu près 20% des patients. Et de temps en temps, on a des fixations diffuses. Et on a des comptes rendus qui nous sont ramenés malades multimétastatiques. Le malade n'est absolument pas multimétastatique, il a simplement une activation de la graisse brune, mais qui est quand même assez spécifique du point de vue anatomique. Alors, on était jusqu'à présent quelque chose de relativement simple, en tout cas classique. On a le MIBG. S'il est négatif, on a d'autres possibilités, la FDOPA, le FDG. On va passer sur les formes multifocales, et on va dire et ou familiales. On a envie de dire une forme multifocale, elle est familiale jusqu'à preuve du contraire. Elle est familiale, et si on n'arrive pas à le démontrer, c'est qu'on n'est pas capable de le démontrer, mais elle est probablement familiale quand même. Alors, le classique, peut-être le plus facile, c'est le phéochromocytome dans la MEN2. Dans les néoplasies endocriniennes multiples de type 2, on a des phéochromocytomes, on n'a pas de paragangliome, c'est très discutable. On a l'imagerie morphologique, on a le MIBG, on peut utiliser des imageries plus spécifiques, mais on va dire on a une situation qui est entre guillemets relativement facile. On sait où ça se passe au niveau des surrénales, et déjà l'imagerie morphologique, bien faite, est extrêmement sensible et spécifique. Alors par contre, comme vous le savez comme moi, donc dans le cas de maladies génétiquement déterminées, notamment les mutations du gène SDH, on peut avoir des localisations uniques, plus ou moins grosses, on peut avoir des localisations multiples, on peut avoir des localisations abdominales, cervicales, thoraciques, et là on est dans une autre gamme de pathologies, et notamment pour les SDHB, on peut avoir également des lésions malignes et des métastases. Donc là on a besoin d'être exhaustif, et on va essayer de définir au mieux la stratégie. À tout seigneur, tout honneur, la mutation SDHB, pourquoi? Parce que c'est probablement la plus pourvoyeuse de lésions malignes. Et vous voyez, on peut avoir un phéochromocytome unique qui se présentera comme une maladie sporadique, mais qui sera une maladie familiale potentiellement agressive. On peut avoir des masses cervicales abdominales énormes, et on peut avoir malheureusement une présentation initiale multimétastatique. On va accélérer un peu. Donc vous voyez la spécificité, le SDHB est extrêmement consommateur de glucose, et vous allez voir que ça a son intérêt. Le SDHD est une forme également multifocale, mais classiquement non maligne, où cette imagerie a également toute sa valeur, et particulièrement la FDOPA, qui est probablement l'imagerie de première ligne dans le SDHD, donc multifocalité aussi comme les autres, mais jamais malin. Donc là aussi, un intérêt. Alors, est-ce que ça a un intérêt de faire ces imageries? Est-ce que ça peut aider le chirurgien? Nous, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fonction des phéochromocytomes, le métabolisme n'était pas le même. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est le SUV max, donc c'est l'intensité de fixation en FDG, que, entre guillemets, ce groupe-là avait indéniablement une consommation et donc une fixation de fluorodésoxyglucose plus élevée que les sporadiques, en dehors de quelques exceptions. Donc on a l'impression que cette imagerie, notamment donne information de localisation, de métabolisme, mais également éventuellement une piste sur la génétique. Mais c'est des choses qui sont encore à confirmer. Alors, quelques aspects techniques, on l'a évoqué tout à l'heure en aparté avec l'un de nos collègues, sur ces nouvelles imageries. Alors, est-ce que ça peut être une aide?
Comme je vous l'ai dit, c'est un marqueur très spécifique, la FDOPA par exemple. Ça, c'est le dossier d'un de nos collègues, c'est le cousin d'un de nos collègues radiologues. Il a un scanner pour toute autre chose, d'un de notre chef de service de radiologie, qui est quelqu'un d'assez compétent. Il dit, j'ai fait un scanner à mon cousin, il avait mal au ventre. Effectivement, cliniquement, il n'a rien. Il est non hypertendu, etc. Et il dit, moi, je pense que c'est un paragangliome. Je veux bien, Jean-Michel, que ton cousin il a un paragangliome, enfin, il se plaint de rien. Si, moi, je pense que c'est un paragangliome. On lui fait tout un dépistage biologique, génétique, il n'y a aucun antécédent, etc. Mais on fait un MIBG qui est négatif, évidemment, mais mais vraiment, c'est une occasion. Oui, anatomiquement, tu as raison, ça peut être un paragangliome, mais enfin, bon, est-ce qu'il faut aller plus loin? Et finalement, on fait un FDOPA à ce patient et on a une fixation évidente. Et c'est un malade qu'on a opéré, effectivement, qui était porteur d'un petit paragangliome. Donc, je dirais que c'est un outil, cette spécificité est un outil diagnostique qui ne marche pas à tous les coups, mais qui peut aider. Alors là, c'est un dossier clinique. On en a 2 ou 3 comme ça maintenant. Grosse lésion rétropéritonéale, paragangliome, lésion surrénalienne, c'est pas évident. C'est très atypique en imagerie. Ça n'a pas l'air cependant ni très nécrotique ni très agressif. On fait un PET scan FDG, on a un hypermétabolisme. Alors les nucléaristes ont dit, oh là là, ça consomme beaucoup de glucose quand même. Donc c'est potentiellement malin cette lésion. Les radiologues en imagerie disent, c'est pas un adénome, on est d'accord, mais ça n'a pas l'air vraiment très invasif ni très agressif. On fait une FDOPA, il est négatif. Au final, c'est un neurofibrome, et c'est vrai qu'on a ces profils en imagerie, et que finalement, on arrive quasiment à définir un profil d'imagerie typique pour ces patients, en cumulant l'expérience autour de quelques malades. Donc, c'est des outils qui sont aussi des outils diagnostiques en caractérisant mieux les tumeurs. Simplement quelques images à vous montrer sur ce qu'on peut faire techniquement. Ne pas hésiter à varier les vues, et on peut repérer des toutes petites lésions sur des vues latérales, par exemple, simplement en rapprochant la caméra, je veux dire, de la zone émettrice. On peut même détecter des lésions quasi occultes en imagerie, c'est des lésions qui sont de l'ordre de millimètres ou 2 mm, et que cette technique va pouvoir détecter. Mais arrêtons de nous auto-congratuler. Cette imagerie, avec toutes les techniques qu'on peut utiliser, peut être aussi également tout à fait négative, notamment le cas par exemple d'un paragangliome de la tête et du cou. Donc bien sûr, c'est une avancée, mais c'est loin d'être une imagerie parfaite. Alors on accumule un peu les choses. Il y a des alternatives à ces nouvelles techniques d'imagerie, qui sont les progrès de l'imagerie ancienne. Donc on a parlé du SPECT. Le SPECT, entre guillemets, c'est la scintigraphie classique. Alors c'est single photon, c'est pas 2 photons d'annihilation, cette fois-ci c'est 1. C'est entre guillemets de la scintigraphie classique un peu améliorée. Où on va essayer de fusionner avec du scanner pour avoir, je dirais, une localisation en plus. Mais on a indéniablement quand même un signal sur bruit qui est moins bon que ce qu'on a avec les caméras PET. Mais c'est une alternative qui existe. Ça, c'est quelques images pour vous montrer de tout ce qu'on peut faire et toutes les alternatives. Donc l'FDOPA, le FDG, le MIBG existe. Et puis, il y a les analogues de la somatostatine qu'on connaît bien quand on a notre culture de chirurgie digestive avec les tumeurs endocrines digestives. Les analogues de la somatostatine sont probablement une piste extrêmement intéressante, mais qui est encore simplement du domaine de la recherche. On va passer rapidement à la suite. Vous donner quelques images de ce qu'on peut faire avec les analogues de somatostatine, qui sont probablement la prochaine voie d'évolution, dont certains d'entre vous avaient déjà l'utilité ou l'utilisation, même si elle reste parcimonieuse en France, et qui nous permettront d'imager encore mieux ces images. Alors on va essayer de synthétiser. Alors bien sûr, il y a un coût. Ces techniques d'imagerie, le PET scan, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par examen, mais c'est des patients qui sont rares. C'est vrai qu'on cumule des coûts, qu'il faut essayer de faire mieux, mais par rapport à une prise en charge adaptée exhaustive, probablement que ce coût est contrebalancé. On a proposé avec la revue, je dirais, de quelques équipes, notamment il y a Martin Valls qui s'est impliqué, il y a Karel Pachak, il y a Neuhaus, il y a 2-3 équipes en Allemagne, aux États-Unis, en France qui se sont impliquées pour essayer de déterminer un organigramme. Et finalement, on s'est aperçu dans notre pratique clinique que ce qui était déterminant, c'était le statut génétique de ces patients. Comme je vous l'ai dit, 30% de ces patients ont une maladie familiale. Si le statut génétique est ignoré, ou a priori négatif, c'est-à-dire l'ensemble des dépistages sont revus des négatifs, si on a affaire à un phéochromocytome, on peut tout à fait légitimement considérer que l'MIBG classique, entre guillemets, est la première ligne. En cas de négativité, on peut avoir recours à la FDOPA. En cas de nécessité, par exemple, on parlait de l'urgence tout à l'heure, d'avoir besoin d'une imagerie fonctionnelle rapide, le FDG peut rendre ce service. Si on a affaire à un paragangliome de la tête et du cou, indéniablement, l'imagerie de première ligne, ça devient le 18 fluorodopa,
qui est de loin le plus sensible et le plus spécifique. Quand on a des lésions multiples, on n'a pas déterminé le statut génétique, mais c'est quand même extrêmement suspect. À ce moment-là, il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir, il faut multiplier les examens, et probablement que 2 imageries spécifiques et non spécifiques d'OPA et FDG vont rendre les services, à la fois pour identifier les localisations multiples, éventuellement les localisations secondaires. Donc c'est vrai qu'on multiplie mal les choses. Les malades mutés, je dirais, quand la détermination est connue, ça devient entre guillemets un peu plus facile. Le RED, c'est-à-dire les MEN2 ou les neurofibromatoses, là aussi on va avoir tendance à partir sur une imagerie très spécifique, mais qui peut être tout à fait remplacée par du MIBG. Dans le cas de la maladie VHL, qui associe souvent FEO et paragangliome, même si les paragangliomes sont moins fréquents, on va plutôt se tourner là aussi vers une imagerie PET, FDG, FDOPA. Et les SDH, qui comme vous l'avez vu, sont potentiellement malins, souvent multifocaux. À ce moment-là, il faudra utiliser à la fois le FDG et probablement l'association FDOPA. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de réponse claire. C'est indéniablement un pas supplémentaire qui a été franchi. Et c'est probablement, je dirais, des techniques qui nous aideront à mieux prendre en charge nos patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé là, qui nous permet de connaître ces nouvelles imageries. Y a-t-il des commentaires ou des questions ? Peut-être sur la disponibilité de ce marqueur, parce que je pense qu'on ne l'a pas partout. Donc, est-ce qu'on peut obtenir facilement ces scintigraphies ? Alors, c'est une question qu'on évoque souvent avec nos nucléaristes. C'est un problème de finance, effectivement. Bon, le FDG, ça, je crois que maintenant, on peut l'obtenir assez facilement. Il faut savoir, l'utilisation pratique des cliniciens, c'est qu'ils commandent, il y a un temps de décroissance, donc ils ont toujours de la marge pour le FDG. Et souvent, c'est des rendez-vous longtemps pris à l'avance pour des malades, souvent avec maladies malignes et métastatiques. Et souvent, il y a 5 à 10% d'annulation. Donc sachez que vos médecins nucléaires ont souvent sur la vacation de FDG des places potentielles. Donc si on entretient de bonnes relations avec eux, on peut en profiter. Pour ce qui est de la FDOPA, actuellement c'est un examen qui est non reconnu et non financé. Certaines caisses acceptent de le reconnaître comme un FDG. Donc il a un niveau de remboursement qui est à peu près équivalent, un niveau de financement qui est à peu près équivalent, et qui couvre à peu près le prix de l'isotope. Donc on n'est pas très perdant. Je crois que le gap il est de 100 ou 150 €. Donc si c'est demandé par un service spécialisé, voilà. C'est remboursé. Oui, ça se commande comme le FDG. Et nous, c'est la même société qui fournit. Alors, pour vous donner en période, je dirais, pleine année, on fait une vacation de FDG, de FDOPA tous les 15 jours. En période creuse, par exemple l'été, c'est plutôt une fois par mois. Merci de ton exposé, mais je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, mais maintenant, on voit arriver des patients qui ont ces examens-là et pour lesquels on leur découvre une autre tumeur, en particulier la thyroïde ou un carcinome médulaire. On leur fait des examens FDG parce qu'on veut surveiller le cancer du pancréas ou du côlon, et puis paf, on s'aperçoit qu'il y a une fixation qui n'est pas du tout prévue et qu'il faut peut-être opérer. Ah, tout à fait, je dirais, alors les médecins nucléaires, très élégamment, ils appellent ça les pétomes. Alors il y a le pétome thyroïdien, il y a le pétome thyroïdien. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mois après mois à traiter. Par exemple pour la thyroïde, ça commence à devenir assez clair. C'est-à-dire on sait que c'est à peu près 60% de lésions malignes, positifs en FDG. Il y en a qui sont positifs en FDOPA, c'est souvent des lésions oncocytaires mais pas toujours malignes. Donc on apprend au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore comment traiter toute cette information. Ça rejoint un petit peu cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut retirer, est-ce qu'il faut opérer tous les foyers qui sont mis en évidence par ces nouvelles imageries en fait ? Alors pour la thyroïde, ça commence à devenir assez clair. Il y a un distinguo qui est fait de manière assez claire par les médecins nucléaires entre une fixation diffuse qui est souvent de l'inflammation de la thyroïdite, auquel cas ils sont d'ailleurs très rassurants, et la fixation focale. Pour ce qui est de la fixation focale, on peut tout à fait légitimement de recommander une cytoponction première. C'est pas du tout choquant et on a à peu près 40% de lésions qui sont bénignes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas opérer toutes les fixations PET focales au niveau de la thyroïde.